l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette sentence en République démocratique du Congo. L'ancien président Joseph Kabila a été condamné à mort par contumace. Il a été jugé coupable de trahison et de crimes de guerre devant la justice militaire de son pays. Nous serons à Kinshasa dans ce journal et nous décrypterons cette actualité avec notre invité Christophe Rigaud, journaliste à Africa Arabia et spécialiste de la République démocratique du Congo. La grogne se poursuit à Madagascar. Les manifestants réclament désormais le départ du président Raswell. Une nouvelle manifestation s'est tenue ce mardi à Tananarive. Elle a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Les détails à suivre. Enfin, l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, va-t-il survivre à l'administration Trump? Rien n'est moins sûr. Cet accord signé en 2000 par Washington permet à une quarantaine de pays africains d'exporter sans droit de douane vers les États-Unis. Ce programme est censé prendre fin ce mardi à minuit. Décryptage dans un instant avec Clarisse Fortune. Joseph Kabila a été condamné à mort ce mardi à Kinshasa. Une condamnation par contumace au terme d'un procès devant la justice militaire du pays. Il a été jugé coupable de trahison et de crimes de guerre. Notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula, a assisté à l'annonce du verdict. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État congolais est condamné par la justice. Joseph Kabila a été reconnu coupable de crimes de guerre, viol, torture, complot ou encore trahison. Alors dans son jugement, lu pendant près de 4 heures, la haute cour militaire de Kinshasa estime que Joseph Kabila est en intelligence avec le Rwanda et qu'il est le véritable chef du groupe rebelle AFCM 23. L'ancien chef d'État est condamné à la peine de mort et a versé plus de 30 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'État congolais et aux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est la première fois également qu'un ancien président de la République se trouve en conflit avec les intérêts de la République. C'est pour cela qu'il fallait donner à la population congolaise, au peuple congolais, le sentiment qu'aucune impunité ne sera plus tolérée dans ce pays. Il n'y a pas de désir de vengeance parce que le jugement répressif poursuit et doit être appliqué par celui qui est reconnu coupable. Et donc, il n'y a pas d'autre coupable à ma connaissance. Mobutu ne s'était pas mis dans la posture de Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila ne s'était pas mis dans cette posture. Beaucoup d'autres. Il est le premier à avoir été indigne de sa qualité d'ancien président de la République. Tout au long de ce procès qui a commencé il y a tout juste 2 mois, le banc des accusés est resté vide. Joseph Kabila n'a pas comparu. Il n'y avait aucun avocat de la défense. Son entourage a qualifié le procès de comédie. Alors les magistrats militaires ont ordonné l'arrestation immédiate de Joseph Kabila. L'ancien président qui a dirigé le pays de 2001 à 2019 est en exil depuis 2 ans. Les avocats ont affirmé qu'un mandat d'arrêt international pourrait être émis contre lui. Christophe Rigaud, journaliste à Africa Arabia et spécialiste de la RDC, est avec nous ce soir. Merci de nous avoir rejoints pour décrypter cette actualité. On va commencer par regarder une image. C'était le 24 janvier 2019, le jour de l'investiture de Félix Tshisekedi lors de son premier mandat. Il y avait entre lui et Joseph Kabila, on le voit sur ces images, une complicité, des éclats de rire et un rapprochement entre les deux hommes. Et aujourd'hui, Joseph Kabila est condamné à mort, accusé de trahison. Quelle est votre réaction à tout cela ? Alors disons que sur la condamnation, c'est pas une surprise, mais c'est vrai que l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir était aussi une surprise, et une sorte de tour de passe-passe où Joseph Kabila était responsable en fait de son arrivée au pouvoir. Et puis Martin Fayoulou a toujours revendiqué sa victoire en 2019, rappelons-le. Tout à fait. Mais c'est vrai que lorsque Félix Tshisekedi est arrivé dans le fauteuil présidentiel, en fait, il n'avait aucun pouvoir puisque Joseph Kabila avait gardé le contrôle du Parlement, de l'armée congolaise, de la police, des systèmes de sécurité. Donc petit à petit, en fait, Félix Tshisekedi a dû s'émanciper de Joseph Kabila. Est-ce qu'en tant que spécialiste, vous attendiez à ce retournement ? Pas du tout. Je pensais que cette alliance aurait pu durer sur
un agrément entre ces deux personnes, un deal passé entre eux où le pouvoir était en fait partagé. Et en fait, pas du tout. Félix Tshisekedi a voulu reprendre le pouvoir et reprendre tous les pouvoirs. Et là, c'est vrai qu'avec cette condamnation, déjà, ça met un ancien président de la République en cavale, puisqu'ils ont demandé son arrestation. Et c'est un message aussi assez symbolique et assez fort, un message préventif aussi à toutes les autres personnalités politiques qui voudraient peut-être rejoindre l'AFC M23. Elles savent maintenant le prix qu'il faut payer. D'ailleurs, il a été condamné en tant que chef de l'AFC M23. Aujourd'hui, le pays est divisé. Une partie du territoire, et pas des moindres, le Nord et le Sud Kivu, sont toujours entre les mains du M23. Le président Tshisekedi appelle à l'union, la réconciliation. Comment y parvenir quand on condamne Joseph Kabila en tant que chef du M23, condamné à mort, alors qu'on négocie en même temps avec le M23? Effectivement, c'est assez compliqué. Maintenant, c'est vrai que Joseph Kabila n'a jamais déclaré officiellement qu'il était membre du M23. Le M23 non plus, l'AFC non plus. Donc pour le moment, les négociations se passent sans Joseph Kabila. Et donc, je pense que cette assimilation, ce faisceau d'indices en fait de la haute cour militaire pour assimiler en fait Joseph Kabila comme donneur d'ordre. Je veux dire, voilà, ce sont quelques déclarations à la presse. C'est sa venue, effectivement, la venue de Joseph Kabila à Goma sous contrôle M23. C'est aussi la proximité qu'il y a entre Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Mais en dehors de ça, les partis civils avaient repoussé le verdict pour annoncer des témoins qui prouveraient le financement du M23 par Joseph Kabila. Rien n'a été prouvé. D'ailleurs, les avocats disent que rien n'a été prouvé et que cette condamnation ne tient pas la route parce que les preuves n'ont pas été apportées. Alors, Joseph Kabila est d'ailleurs condamné, je le disais, condamné à ce titre. Où en sont les négociations aujourd'hui de Washington, de Doha? Alors ça patine en fait. À Washington, on a enfin un calendrier qui doit commencer le 1er octobre. Donc enfin un calendrier qui s'étale sur 3 mois où il doit y avoir d'un côté la neutralisation des FDLR, ce que demande en fait Kigali, et de l'autre côté le retrait des troupes rwandaises, c'est ce que demande Kinshasa. Mais pour le moment ça n'a pas avancé et la traque des FDLR risque d'être un petit peu compliquée puisque pour le moment ils ne sont toujours pas d'accord sur le nombre des FDLR et leur localisation et puis surtout qui va s'occuper de cette fameuse traque, sachant que des FDLR sont sur des territoires qui sont contrôlés encore par le M23. Alors dernière question mais pas des moindres, quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain dans l'est du pays? La situation se dégrade. Ces blocages, que ce soit à Doha ou à Washington, font que d'un côté, les FRDC se renforcent leur position. D'un autre côté, le M23 se renforce aussi, c'est-à-dire continue de recruter, continue de prendre des localités il y a encore quelques jours. Donc on se retrouve dans une situation où chacun des deux belligérants se prépare de nouveau à une guerre beaucoup plus frontale qu'elle n'était. Donc c'est excessivement dangereux et c'est vrai que pour le moment on a l'impression qu'il n'y a, ou en tous les cas que Kinshasa ne compte que sur les États-Unis pour taper du poing sur la table et pour faire en sorte que les choses avancent un petit peu et fassent pression à la fois sur le M23 pour que à Doha les choses avancent et à la fois faire pression sur Kigali pour faire avancer cet accord de Washington. D'ailleurs, le président Tshisekedi a accusé Kigali de ne pas faire d'efforts et de gagner du temps devant la tribune de l'ONU il y a quelques jours. Merci beaucoup Christophe Rigaud, journaliste Africa Arabia et spécialiste de la République démocratique du Congo. Merci d'être venu ce soir décrypter cette condamnation de Joseph Kabila, condamnation à mort par contumace par la justice militaire de la RDC. La colère ne faiblit pas à Madagascar. Des centaines de manifestants se sont rassemblés ce mardi à Tananarive pour réclamer le départ du président Andry Rajoelina. Un rassemblement qui a été réprimé à coups de gaz lacrymogène. David Gilberg. Dans les rues de Tananarive, les mêmes scènes d'affrontement que les jours précédents. La jeunesse malgache, regroupée au sein du mouvement Gen Z, continue de manifester contre le pouvoir en place, malgré les annonces de la veille. Des gaz lacrymogènes sont tirés par la police pour disperser la foule. L'usage de la force a pourtant été condamné par les Nations Unies, qui avançaient lundi un bilan d'au moins 22 morts et d'une centaine de blessés depuis jeudi.
Sous la pression internationale, le président Andry Rajoelina prenait la parole quelques instants plus tard. Suivant l'article 54 de la Constitution, j'ai décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre et du gouvernement. Un limogeage collectif qui n'a absolument pas calmé les esprits. Car pour les manifestants, celui qui doit partir, c'est le chef de l'État lui-même. 16 ans au pouvoir, on lui a donné maintes chances. Il nous fait des promesses différentes. Il ne pense qu'à son intérêt et à l'intérêt de sa propre famille. Un message pour vous, monsieur Andry Rajoelina. Quand c'est vous qui meniez les manifestations, on vous laissait faire, c'était ok. Mais quand c'est nous, les jeunes, qui nous battons pour le pays, vous nous en empêchez. Rajoelina, arrivé au pouvoir une première fois en 2009 à la faveur d'une précédente révolte populaire, cristallise désormais toute la colère de cette jeunesse qui avait commencé à se mobiliser pour protester contre les coupures quotidiennes d'eau et d'électricité. L'African Growth and Opportunity Act, ou AGOA, est de nouveau sous les projecteurs. Cet accord signé en 2000 par Washington permet à une trentaine de pays africains d'exporter sans droit de douane vers les États-Unis des milliers de produits. Ce programme est censé prendre fin ce mardi 30 septembre à minuit. 25 ans plus tard, quel bilan tirer de ce programme et quel avenir pour l'AGOA? Clarisse Fortuné du service Afrique de France 24 est avec nous pour décrypter et pour répondre à cette question. D'abord, pour bien comprendre, Clarisse, qu'est-ce que l'AGOA a réellement apporté au continent africain depuis sa mise en place? Alors Myriam, globalement, l'AGOA a eu des effets positifs. Quelques pays ont réussi à en tirer de réels bénéfices. Le Lesotho, par exemple, est devenu un pôle textile grâce à cet accès préférentiel au marché américain. Le Kenya exporte ses fleurs, son thé et une partie de sa production textile également. L'Afrique du Sud profite de l'accord pour ses produits manufacturés comme celui d'automobile. Et en termes de chiffres, un exemple, au mois de juillet, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique ont atteint leur plus haut niveau, près de 8 milliards de dollars, 7,8 milliards de dollars pour être précise. Près de la moitié de ces exportations provenaient d'Afrique du Sud d'ailleurs. Mais il faut préciser, Myriam, que sur une trentaine de pays concernés, seule une poignée d'États en ont réellement tiré profit. Alors pourquoi qu'une seule poignée d'États? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, exporter vers les États-Unis nécessite évidemment des standards de qualité très élevés, ce qui représente un défi pour de nombreux producteurs africains. Ensuite, évidemment, c'est lié, l'absence d'infrastructures logistiques, de zones industrielles ou même de main-d'œuvre qualifiée rend certains pays moins compétitifs. Et puis surtout, les diverses crises politiques sécuritaires qui n'ont pas aidé et parfois ont même exclu certains États du programme. Par exemple, l'Éthiopie qui a perdu son accès à l'AGOA en 2022 à cause du conflit au Tigré. Il y a eu le Mali, évidemment, à cause dès le 1er janvier 2022 à cause du coup d'État, le Niger et le Gabon également en 2023. Alors maintenant, alors que l'accord arrive à expiration, beaucoup de responsables politiques aux États-Unis plaident quand même pour son renouvellement, car l'AGOA reste un outil stratégique de partenariat avec l'Afrique et notamment face à la Chine et son influence croissante. Donc ça reste un soft power pour les États-Unis et on va voir justement si l'AGOA va être maintenue ou s'il va être supprimé comme l'avait dit Donald Trump il y a quelques mois. Merci beaucoup Clarisse Fortuné pour ce décryptage. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.